Bonjour, merci beaucoup de vous être connecté à ce webinaire. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc moi, je suis Julia Calfon. Et bonjour, moi je suis Victoria Willis. Nous sommes toutes les deux de Magix Consulting. Nous sommes consultantes, coachs et formatrices en intelligence collective. Et nous avons monté ce webinaire en partenariat avec Centrale Supélec XZ pour apporter notre contribution en cette période si particulière que nous vivons tous et apporter notre aide éventuellement pour vous et vos équipes dans votre nouveau quotidien. Ce webinaire, nous l'avons créé avec Brice, que vous ne voyez pas, mais qui va gérer vos questions, et Brice de Centrale Supélec XZ. Et nous avons voulu, lui et nous, essayer de faire quelque chose pour cette situation et d'apporter notre petite contribution. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire un webinaire qui sera le vôtre. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir avec nous parce que on a vraiment, ça nous tient à cœur que de pouvoir apporter quelque chose à ce moment assez particulier. Intervenir, bien sûr, en l'occurrence par chat, puisque voilà, on ne va pas pouvoir échanger malheureusement verbalement, mais voilà, le chat est là à votre disposition, donc n'hésitez pas à poster vos questions au fur et à mesure, et dans la mesure de nos possibilités, parce que vous êtes nombreux, nous allons essayer de répondre, enfin à certaines d'entre elles certainement. De toute façon, en termes de questions, vous devez vous en poser. Cette période si particulière que nous vivons nous bouscule dans nos points de repère, dans nos façons de faire. Donc, vous êtes sans doute en train de naviguer une nouvelle vie d'équipe. Vous devez faire face à des journées qui peuvent être pour les uns surchargées de calls, de visio du matin au soir, pour d'autres peut-être avec des moments de vide, des plages de vide. Donc, tous ces points-là sont évidemment fondamentaux aujourd'hui dans votre vie professionnelle et peut-être plus particulièrement en lien avec le thème de ce webinaire, comment garder la relation avec votre équipe. Donc, vous l'avez compris aussi, nous avons choisi de vous parler de l'humain au cœur de cette situation et de l'humain au cœur de votre collectif. Ce que nous vivons remet en question tout un tas de choses et donc nous allons aborder 3 points essentiels. D'abord, comment le contexte actuel agit sur nos comportements sociaux, parce que nos comportements sociaux ont évolué par rapport à notre situation. Deuxièmement, on va essayer de voir comment on va mobiliser un collectif dans cette situation-là. Et dans un troisième temps, on verra comment mobiliser l'intelligence collective. On va aller au fur et à mesure sur ces trois dimensions. En termes de contexte, vous voyez bien que nous sommes impactés sur plusieurs niveaux. D'abord au niveau individuel, ensuite au niveau familial et aussi au niveau professionnel. Au niveau individuel, on va avoir une situation qui ne sera pas gérée de la même manière par les uns et par les autres. Pour certains, le fait d'être isolé, d'être dans cette période de confinement, va accentuer l'anxiété. Pour d'autres, ça va être plutôt sur les interactions. Le fait d'être isolé va créer des difficultés à rentrer en interaction avec les autres parce qu'ils sont plutôt introvertis. En termes de vie familiale, on va avoir aussi une situation qui est particulière. On se retrouve H24 avec notre famille, avec nos relations. Ici, je suis chez moi, Victoria est chez elle. Vous allez peut-être entendre des bruits d'enfants qui passent, vous allez peut-être entendre des bruits de voiture. En tout cas, le contexte dans lequel nous sommes n'est pas celui dans lequel nous travaillons habituellement. C'est pour ça que nous allons avoir ici une modification aussi de notre façon de travailler et tous nos rythmes de travail sont modifiés par la situation actuelle. Nous ne sommes plus dans notre contexte professionnel, nous ne sommes plus dans notre rôle professionnel. On n'a plus l'occasion de sortir de chez soi pour endosser ce rôle professionnel. Et donc, nous avons ici des interactions qui sont différentes par rapport à ce quotidien que nous vivons. Bien sûr, et on n'a sans doute pas besoin de passer trop de temps dessus. Cette situation augmente des risques que nous
sommes susceptibles tous de vivre, le sentiment d'isolement pour certains, le sentiment d'anxiété tout simplement. Alors, appauvrissement du lien social, puisque nous passons des échanges réguliers quotidiens avec 50 personnes en moyenne, paraît-il, dans un quotidien normal, à un lien, un cercle très réduit. Et puis, peut-être plus, je dirais, plus pertinent ou d'actualité pour le thème de ce webinaire, la notion de la séparation de la vie privée et de la vie professionnelle, comme vient de le dire Julia. Nous sommes évidemment dans des contextes très différents aujourd'hui et cette séparation-là est un des points de vigilance particuliers pour nous tous. Et puis, bon, les risques physiques, comment nous sommes dans notre corps aujourd'hui dans la mesure où nous bougeons moins, c'est le moins qu'on puisse dire, va avoir un impact aussi sur notre relation à notre travail. Tous ces éléments-là, et nous le verrons dans le slide suivant, vont avoir un impact sur nos besoins fondamentaux. Vous voyez là la pyramide de Maslow qui nous rappelle quels sont les besoins humains. Nous passons d'abord par des besoins physiologiques. Ceux-là, nous arrivons à les remplir. Nous arrivons à manger, nous arrivons à dormir si on n'est pas trop anxieux. Nous arrivons à nous nourrir. Donc, ces besoins-là fondamentaux et primaires sont remplis. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est le besoin de sécurité. Ce besoin-là, aujourd'hui, il n'est pas rempli à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que vous avez, dans ces besoins de sécurité, vous avez la nécessité d'avoir un toit. Donc ça, pour ceux qui en ont un, c'est OK pour le moment. Mais vous avez aussi la sécurité de l'emploi et la sécurité de la santé. Ces deux éléments-là sont remis en question aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que nous abordons ces points-là? Parce que nous ne pouvons pas entrer en relation sociale si ces besoins primaires, physiologiques et de sécurité ne sont pas remplis. Donc, le sentiment d'appartenance, le fait d'être en relation sociale, le fait d'être en interaction sociale doit arriver après avoir rempli ces deux premiers niveaux de besoins fondamentaux. Aujourd'hui, ces besoins sont questionnés et donc vous allez avoir à chaque moment des interactions sociales que vous allez avoir besoin de sécurité. Et c'est aussi par cette appartenance-là que vous allez aussi trouver de la sécurité parce que ça va remobiliser le mode tribal, le fait d'appartenir à des tribus, à des communautés, fait qu'on se sent moins isolé et donc fait que cette sécurité va aussi être renforcée. Donc ça, c'est ce qu'on vient, de dire. Donc Brice, on est déjà au slide d'après. Sur l'intelligence collective, il y a différentes dimensions. Vous avez, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et nous allons le voir. Nous avons d'abord une façon de mobiliser le collectif, donc le management du collectif, et dans un second niveau, nous avons l'intelligence collective qui n'est pas exactement la même chose que la mobilisation du collectif. Donc, pour manager un collectif, pour mobiliser des gens qui sont dans un collectif, il faut essayer de se centraliser sur la mission commune. Aujourd'hui, dans notre quotidien, nous avons une mission commune. Nous sommes tous mobilisés autour de la mission d'arrêter la propagation de ce virus. Et donc, le gouvernement, là pour le coup, nous mobilise tous en nous disant restez chez vous et essayez de faire des choses simples pour pouvoir avoir une action commune qui va remplir cette mission commune. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais en réalité, dans une équipe, c'est exactement la même chose. Vous avez au niveau de votre équipe une mission commune et le manager, le chef de projet, le leader de l'équipe va devoir mobiliser son équipe. Elle va devoir lui rappeler cette mission et la mobiliser autour de ce travail commun pour ensuite unifier le travail des uns et des autres et aller à distance et aller ensemble vers cet objectif commun. Et à distance, cette mobilisation est encore plus difficile que quand on est en face à face. Quand vous avez l'équipe à portée de main, c'est déjà une chose qui n'est pas si simple que de la mobiliser, mais à distance, c'est encore plus difficile.
L'intelligence collective va avoir une différence. Et cette différence fondamentale, c'est qu'on ne va pas parler de travaux qui sont les uns à côté des autres, mais on va parler de l'agrégation des différentes connaissances et de l'expérience de chacun. Cette intelligence collective, c'est d'abord une intention et une finalité. Et comment est-ce que cette intention et cette finalité sont mobilisées? C'est en construisant un chemin pour aller vers un résultat en commun. Ce chemin, on ne peut le construire que en partenariat, en collaboration, en co-construction avec les autres membres de l'équipe. Et donc, on va mobiliser les connaissances et l'expérience des uns et des autres pour ensuite les agréger et aller atteindre un objectif commun. L'intelligence collective a ça de différent avec simplement la mobilisation du collectif, c'est cette agrégation des différents savoirs des uns et des autres pour pouvoir aller vers quelque chose de différent. Cette agrégation est utile dans des situations particulières. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne mobilise pas l'intelligence collective pour tout type de questions. Cette agrégation va venir enrichir de perspectives diverses et éclairer la situation que l'on étudie. Donc, l'intelligence collective est vraiment utile et valable justement dans des contextes complexes par rapport à des situations inédites. Et qui dit complexe dit justement qu'il y a plusieurs solutions possibles, qu'on n'est pas face à une question qui appelle une réponse blanc, noir, oui, non. C'est vraiment quand on est en train de chercher à créer quelque chose et où chacun va pouvoir venir avec sa perspective particulière, enrichir la vision de la situation. Donc, les objectifs qui sont remplis en intelligence collective, il y en a 4 fondamentaux. Il y a celui qui est de réfléchir ensemble. Quand on a une situation inédite, c'est quand même plus facile de réfléchir à plusieurs pour pouvoir avoir différents angles de vue et apporter chacun sa contribution à ce qui est en train de se passer. Il y a aussi une dimension de création de liens pour se connaître et se reconnaître les uns et les autres. Cette création de liens aujourd'hui est fondamentale et nous en avons tous besoin. Donc, on a besoin de se sentir appartenir à des groupes et grâce à l'intelligence collective, mobiliser l'intelligence collective va permettre de remplir ce besoin-là. Ensuite, vous allez pouvoir créer ensemble et agir ensemble. Créer ensemble, on le voit bien aujourd'hui, on a tout un tas de créativité qui est en train d'émerger. Et donc, la situation amène à la créativité parce qu'elle amène des réponses différentes. Quand on le fait à plusieurs, on arrive à des réponses qui sont inédites, à des réponses qui sont nouvelles. Et donc, par l'agrégation des savoirs des uns et des autres, on va réussir à créer ensemble différemment et à agir ensemble différemment. La différence entre le présentiel et le distanciel, elle est évidente. Pour mobiliser cette intelligence collective à distance, il y a un facteur essentiel qui diffère. Oui, merci Julia. En effet, il y a un facteur essentiel différent, c'est celui qui est peut-être le plus difficile à décrire, le plus difficile à évoquer, c'est celui de la notion de l'énergie. L'énergie individuelle, l'énergie du groupe. Pour vous donner un exemple, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une réunion et de vous dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est plombé comme atmosphère, ça va être difficile de produire ou d'être efficace ou de faire quelque chose de valable ou d'intéressant. » A contrario, j'espère que ça vous est arrivé avec votre équipe ou dans d'autres situations, dans d'autres groupes, de rentrer dans un contexte, de vous dire « Waouh, quelle énergie, ça fuse, c'est génial, on est vraiment parti, on est à fond. » Et on sent bien là qu'il y a quelque chose qui est impalpable, mais qui est l'énergie que dégage un groupe, enfin déjà que dégage l'individu, et agrégé, ça donne l'énergie d'un groupe. C'est bien celle qui circule entre les membres du groupe et qui nous aide parce qu'on va pouvoir s'appuyer dessus ou au contraire, il va falloir lutter contre si l'énergie est en valence négative, comme on dit. Donc,
Là, on est vraiment dans quelque chose de difficile à distance parce qu'on ne peut pas se reposer là-dessus. Or, nous sommes des mammifères et nous avons besoin de ça. Donc, ça complique sérieusement la notion de la vie de l'équipe. Par ailleurs, il y a aussi la notion de l'énergie qu'on utilise nous-mêmes. Finalement, on se rend compte, j'imagine que c'est votre cas, que d'être en visio à longueur de journée, ça nous prend beaucoup d'énergie parce que nos capteurs sont sollicités d'une façon très différente de quand nous sommes en présence l'un de l'autre. Et nous sommes obligés d'être vraiment concentrés d'une façon très particulière. Et donc, là aussi, l'énergie est gérée différemment par chacun d'entre nous et rend la situation compliquée et plus difficile. Nous allons aussi vous rappeler quelques règles fondamentales du travail à distance, mais ce sont des règles de bon sens et des règles que vous connaissez tous déjà. Ceci dit, il est très important de se les rappeler pour tout ce qui est qualité de vie au travail. Oui, notre quotidien est modifié, notre travail est modifié. Nous sommes au travail à la maison, nous sommes à la maison au travail. Nous avons ces deux dimensions qui sont en train d'interférer. Et donc, il est important de se rappeler quelques règles simples pour pouvoir continuer à travailler de façon efficace. Tout d'abord, vous avez cette alternance quand on est dans une équipe entre moments individuels et moments collectifs. Les moments individuels ne sont pas juste avec le manager ou avec le leader ou avec le chef de projet. C'est avec aussi des pairs, des personnes que vous allez avoir dans votre équipe pour pouvoir avoir des échanges un peu plus particuliers, un peu plus profonds. Et donc, savoir un peu comment vous vivez réellement ce quotidien, quels sont les besoins réels, tant pour vos tâches de vie que pour vos tâches au niveau de votre travail. Et vous allez aussi mettre en place des moments collectifs, et on l'a déjà dit, qui sont extrêmement importants pour pouvoir appartenir à un groupe. Et la notion d'appartenance à un groupe en ce moment est essentielle. Une autre règle assez fondamentale, c'est que l'attention n'est mobilisable que par tranche de 20 minutes. Vous allez voir ici, ça va faire bientôt 20 minutes que vous êtes avec nous. Vous allez commencer à avoir un petit coup de barre. Donc, on va devoir aller venir vous chercher différemment. On va devoir aller vous solliciter différemment. C'est aussi pour ça que vous avez les questions qui sont ouvertes et que ces questions, vous pouvez nous les poser à n'importe quel moment. On est là pour y répondre. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que l'on peut mettre en place pour pouvoir alterner les rythmes. Et donc là, on compte sur vous. Un autre point important à garder à l'esprit, c'est la notion de l'intensité, on l'a vu par rapport à l'énergie, de demander en télétravail. Enfin, l'intensité demandée et comment dire, la productivité. On estime aujourd'hui, après quelques années quand même d'expérience en télétravail par des chercheurs sur le mode d'investissement dans des tâches, que 2h30 de télétravail correspondent à peu près à la productivité d'une demi-journée de travail au bureau. Ça s'explique en partie par la notion de, justement, le bureau, c'est un lieu de lien social. On se lève, on est interrompu, on parle à ses collègues, on va à la machine à café. On est dans une autre forme de mode de travail que lorsqu'on est chez soi face à son écran. Donc ça, c'est une première chose. Et puis une autre chose vraiment très importante et qu'il faut tous garder à l'esprit en termes d'écologie personnelle, c'est que le télétravail ne veut pas dire disponible tout le temps. Et ça, je pense que nous en sommes tous bien conscients aujourd'hui. Il faut savoir s'octroyer des pauses, octroyer des pauses aux autres et construire sa vie aussi avec le travail, mais pas que pour le travail. Je vais juste répondre à deux petites questions qui nous sont arrivées sur la question d'abord de la tranche de 20 minutes et sur la question des sources des chiffres qui sont très intéressants. Alors, les sources des chiffres, c'est une compilation très personnelle de plusieurs études qui circulent sur la toile, des études en termes de productivité du temps de travail au travail. Ce sont des études internationales qui ont été faites de mémoire. Et je ne suis pas partie. Alors sur cette compilation, on avait une dimension de temps de productivité au bureau. Au bureau,
on était sur une journée productive environ entre 3 et 5 heures maximum. Et donc, c'est à partir de ces temps-là, je ne suis pas partie sur les 3 heures, mais plutôt sur la moyenne de 5 heures déjà de productivité au bureau. Et donc, sur ces temps-là, à domicile, nous sommes isolés, nous sommes sur notre temps de travail, donc on a une productivité qui est nettement meilleure. Ensuite, vous avez des rythmes, une autre étude qui montre les différents rythmes de travail quand on est en télétravail, avec des alternances de temps de productivité et des temps de pause. Et a priori, quand on fait des pauses à peu près toutes les heures d'un quart d'heure, on a une productivité qui est optimale. Ce n'est pas exactement le cas de tous, on ne fait pas tous des pauses tous les quarts d'heure, mais on enchaîne 50 minutes de travail, un quart d'heure de pause, et c'est ce rythme-là qui est le rythme optimal de productivité à domicile, voilà, en télétravail en tout cas. Donc vous voyez qu'on n'est pas on est sur une globalisation de plusieurs études. Je pourrais vous mettre les sources sans aucun problème en ligne. Pour les 20 Après. minutes, je veux bien la prendre celle-là parce qu'en ouais. fait c'était pour préciser. Donc la question c'était quelles sont les sources. Non, pardon, excusez-moi. Pouvez-vous expliquer les 20 minutes versus le présentiel? Or en fait, c'est juste pour préciser que cette notion de l'attention qui est mobilisable que par tranche de 20 minutes, elle est valable aussi pour le présentiel. Et ce n'est pas, voilà. Donc déjà poser comme ça. Alors en présentiel, on peut avoir une capacité plus grande parce qu'on est mobilisé justement par l'énergie, par la présence, par des choses qui sont plus, comment dire, qui nous sollicitent plus qu'un écran en 2D. Mais c'est valable aussi, on le sait, les chercheurs notamment les pédagogues le savent, et c'est pour ça que le rythme de nos chères têtes blondes à l'école n'est pas forcément adapté, puisqu'il faut, au bout de 20 minutes, savoir justement faire une pause et solliciter autrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans du descendant, par exemple comme ici, 20 minutes est à peu près la capacité maximale du cerveau pour une concentration optimale. Pardon. Et ça se confirme bien sûr encore plus en distance. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Julia. Non, ça me convient bien, merci. Ça te convient. Est-ce que on a une autre question sur est-ce qu'il est possible de créer ce lien, cette énergie avec des groupes inconnus très disparates? Il est possible, en fait, là je vais un peu botter en touche sur cette question parce que je ne sais pas si c'est en présence ou à distance et je ne sais pas dans quel contexte. Est-ce que ce sont juste des gens, est-ce qu'on parle de politique et donc c'est les gens étant tout le monde, ou est-ce que ce sont des gens qui ont un objectif commun, une raison commune d'être là ou de partager quelque chose. Donc, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de détails sur cette question pour pouvoir y répondre. On va poursuivre sur le constat de la situation actuelle avec le slide suivant. Non. Donc, en particulier sur cette période, comme on se l'est dit, la vie privée et la vie professionnelle sont mélangées. Mais il n'y a pas que ça qui change. On a aussi une disparité dans la population entre une suractivité pour les uns et une sous-activité pour les autres. Avec cette suractivité, ça peut être pour un opérateur téléphonique, ça va être simplement sur l'entretien des lignes. Vu que tout se fait en ligne et sur les réseaux aujourd'hui, on a besoin que les lignes fonctionnent, alors que d'un autre côté, les boutiques sont toutes fermées. Donc, vous voyez bien que dans une même structure, on peut partager de la suractivité et de la sous-activité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Comment fait-on pour remobiliser les gens qui sont en sous-activité? Pour la sous-activité, on va plutôt se concentrer sur des tâches qui sont du build, ce qu'on appelle des tâches d'investissement, de la construction de l'avenir, alors que pour celles qui sont en suractivité, on doit gérer le quotidien. Et donc, on va voir juste après que non, c'était pas juste après, c'était encore après, mais c'est pas grave. On a déjà quelques conseils pour mobiliser votre équipe. Comment faire pour la mobiliser? On va s'appuyer dessus.
On va les questionner, on va essayer d'aller chercher leurs bonnes idées pour voir, pour s'entraider sur l'équipe, avec l'équipe, par rapport à nos problématiques. Une chose aussi qui est, excuse-moi, qui était essentielle, c'est de poser le cadre. Poser le cadre, instaurer des rythmes, instaurer un rythme et des rituels. C'est sans doute quelque chose que vous faisiez déjà en présentiel, mais c'est encore plus important aujourd'hui à distance. Cela va aider les personnes qui se sentent isolées, qui se sentent perdues, avec perte de repères. La notion des rituels est essentielle aussi pour relier avec ce que disait Julia plus tôt sur l'appartenance à une tribu. C'est justement en posant des moments prédéfinis, établis et partagés avec l'équipe que vous allez réussir à les mobiliser, les rassurer et les mobiliser. Pour les rassurer, vous allez devoir écouter leurs besoins et vous allez aussi devoir formuler les vôtres parce que nécessairement, vous avez, en tant que leader d'équipe, vous avez des besoins et il faut que tous ces besoins-là s'agrègent les uns avec les autres. Il faut aussi rassurer tout le monde par rapport à la sortie de cet événement. Je vois qu'il y a une question là sur, selon vous, de quoi les entreprises auront le plus besoin à la fin du confinement pour les collaborateurs. Donc, la première des choses, ça va être de les réintégrer, de rassurer par rapport à la suite. Ils vont avoir besoin de messages forts et ils vont avoir besoin de temps pour partager et repartager ensemble ce qu'ils viennent de vivre. Ils ont vécu la même chose, mais tous à distance et tous différemment parce que la situation je parle de mon cas, d'une mère de famille de 4 enfants n'est pas la même que celle d'un célibataire qui est seul chez lui. Et donc, nous n'avons pas vécu la même réalité alors que nous sommes dans les mêmes conditions. Donc, forcément, ça, ils vont avoir besoin d'un temps pour pouvoir échanger et pour entendre de leur leader des messages de réassurance. Tout ça pour pouvoir rentrer de nouveau en contact et pour pouvoir, une fois qu'on l'a constaté, se remobiliser et se coordonner pour aller travailler ensemble vers un autre objectif commun. Un autre point sur la coordination, Victoria, ou non, mais c'est bon. J'étais en train de dire, il y a une autre question. C'est bon, je la prends. C'était une question de nouveau sur l'attention maximum de 20 minutes. Est-elle valable que pour la diffusion du savoir sous forme descendante ou est-ce le cas pour tous les modes d'animation à distance? Non, on parlait bien du mode descendant, justement. C'est bien sur le mode descendant qu'à un moment donné, le cerveau, petit à petit, décroche. Alors qu'en revanche, si les personnes sont sollicitées pour être en partage ou en co-construction, alors il y a certainement aussi un temps maximum, mais là, c'était pas le sujet. Concrètement, comment est-ce que on peut faire pour mobiliser déjà son équipe à distance? Donc, pour la mobiliser à distance, il va falloir faire attention à notre communication parce que la communication est source d'incompréhension. On le sait déjà en présentiel, mais alors à distance, cette incompréhension est multipliée, d'autant plus que les équipes sont généralement diverses. On construit une équipe pour sa diversité, pour la multiplicité des regards différents qu'elle va apporter à une problématique. Et donc, la diversité va être également source d'incompréhension. Comment faire dans ces cas-là? Simplement, on va veiller à reformuler, on va être attentif à ce que chacun comprend, on va être aussi disponible pour répondre aux différentes questions et surtout, on va orchestrer les interactions quand on est dans des moments qui sont collectifs. On ne peut pas avoir une cacophonie quand on est à distance. J'imagine que vous avez déjà fait des réunions où plusieurs personnes étaient là. On ne sait pas exactement à quel moment prendre la parole. On ne sait pas à quel moment c'est à quelqu'un d'autre de parler. Si on a
si deux personnes ont quelque chose à dire au même moment, on a un petit cafouillage. Donc tout ça, ça va être à un animateur, à quelqu'un de nommé pour la réunion, d'orchestrer ces interactions. Sur le slide suivant, on va identifier d'autres règles nécessaires à la mobilisation finalement d'un collectif. En fait, c'est assez basique, mais c'est quand même très important et essentiel de nos jours, c'est de s'assurer de la disponibilité de chacun. Encore une fois, on ne peut pas suffisamment insister, vous en avez fort conscience, de la particularité que chaque personne aujourd'hui est dans un cas particulier dans son contexte de travail. Donc, on ne peut pas partir du principe que tout le monde est disponible de 9h à 18h. Il faut vraiment en tenir compte des situations individuelles. Donc, établir un planning avec l'équipe qui va permettre de poser le cadre, de structurer les rituels de la tribu que vous formez. Et puis, comme vient de l'évoquer Julia, la notion de l'animation des réunions. Les exemples qu'elle vient de donner sur, par exemple, le cafouillage dans du virtuel, c'est bien parce que justement, on n'est pas en présence et on ne peut pas lire de la même façon le non-verbal et le paraverbal comme on le fait en présence. Donc, l'animateur est vraiment indispensable. Enfin, fortement conseillé. On a une question justement sur comment animer des ateliers de co-construction avec les circonstances de travail à distance et quels outils préconisez-vous? Ça, nous allons le voir un tout petit peu plus tard. On vous a mis un petit déroulé type d'atelier de co-construction et ça va vous aider à en construire d'autres. Évidemment, on a mis une thématique, mais vous pouvez l'adapter à tout un tas d'autres thématiques. Par ailleurs, les outils que l'on va utiliser, on va utiliser comme vous tous les outils qu'on a à disposition actuellement. On a Zoom qui fonctionne assez bien. On a Webroom aussi qu'on vient de découvrir, qui est aussi un autre petit outil qui fonctionne bien. Vous avez Teams évidemment, et puis après vous avez toutes les pas mal d'entreprises qui sont déjà équipées de leur propre système. Alors là, je les connais pas tous, mais vous avez aussi Adobe qui fait des choses. Vous avez pour la gestion de projet, vous avez SharePlace qui est là et qui peut vous aider à gérer des projets. En tout cas, on n'a pas voulu faire ce webinaire autour des outils parce que ça, vous avez vraiment énormément de choses qui circulent sur Internet en ce moment là-dessus. Et notre intention à nous était vraiment de se focaliser sur l'humain. Donc justement, on va parler du rôle de l'animateur par rapport aux réunions. Comment est-ce qu'un animateur va préparer sa réunion par rapport à ses objectifs? Alors, la préparation, c'est une chose. Déjà, la question, c'est est-ce que vous êtes, alors si vous êtes chef de projet, si vous êtes manager, est-ce que c'est vous l'animateur de la réunion ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors là, se pose toute la question de justement la notion des rôles. C'est peut-être vraiment l'occasion là d'instaurer une forme de collégialité et de partage des rôles que vous n'avez peut-être pas toujours pu appliquer ou trouver voilà, la façon de faire en présence. Et nous vous suggérons donc fortement de nommer un animateur et de l'accompagner si ce n'est pas vous, pour préparer les réunions. Comment faire? On ira, comme l'a dit Julien, un petit peu plus loin. On a un petit déroulé d'une réunion de co-construction, d'un atelier de co-construction. Mais l'idée pour toute réunion, c'est déjà d'inclure individuellement chaque participant. Que chacun ait l'occasion, dans un tour de table informel, de dire quelque chose sur lui. De façon à ce que tout le monde s'est déjà exprimé au démarrage. C'est essentiel que les informations soient synthétiques, donc ça nécessite une préparation. Encore une fois, c'est soit l'animateur qui l'a fait en amont de la réunion, soit il l'a demandé aux personnes qui doivent présenter quelque chose de savoir synthétiser les informations. Les réunions virtuelles ne peuvent pas durer aussi longtemps, pour de nombreuses raisons, que des réunions en physique. Donc il faut savoir être synthétique.
Les points de discussion sont préparés, là aussi, même, je dirais, même argument. L'animateur doit faire circuler la parole. Il doit s'assurer que chacun a l'occasion de s'exprimer. Comme disait Julia, peut-être que c'est une question d'appeler chaque personne à tour de rôle, ou bien c'est d'établir une façon de faire, quelle personne au démarrage va prendre la parole sur quel sujet et ainsi de suite. Mais il faut s'assurer qu'il y ait un vrai partage de la parole pendant la réunion. Et puis, tout simple, mais à ne pas oublier, faire une conclusion. Et là aussi, on préconise fortement que chacun, autour de la table, ou en l'occurrence autour des écrans vidéo, dise un mot pour saluer et clore la réunion. L'animateur est le maître du processus et il va avoir, par ses différents temps, il va structurer les échanges et va permettre d'avoir des échanges qui sont de meilleure qualité parce que chacun saura exactement quand parler et quoi dire. Ensuite, vous avez une autre dimension qui est aujourd'hui la gestion des priorités. Comment gérer la priorité pour ceux qui sont dans le feu de l'action, pour ceux qui sont dans le run? Comment est-ce qu'ils vont réussir à continuer à mobiliser l'équipe qui est éparpillée chez elle, etc. Simplement par deux éléments essentiels. Pour pouvoir rendre une équipe autonome et responsable, il faut qu'elle ait en main les éléments de la raison d'être et de l'objectif. Pourquoi? Parce que la raison d'être, c'est qu'est-ce que nous faisons là? Qu'est-ce que notre équipe doit faire? Quel est le rôle de notre équipe dans l'organisation? Ça, c'est un élément qui est essentiel pour pouvoir contribuer à l'objectif commun de l'organisation. Et donc, c'est de revenir sur ces fondamentaux-là. Qu'est-ce que nous, équipe, nous devons faire au service de l'objectif commun? Et par ailleurs, il y a cet objectif, l'objectif commun d'une part, mais aussi l'objectif de l'équipe. Quel est le rôle de l'équipe? Quels sont les objectifs que l'on se fixe? Et c'est pour ça qu'il va falloir aussi mettre des défis pour pouvoir mobiliser notre cerveau néocortex, pour pouvoir inciter les membres de l'équipe à rentrer dans le mode résolution de problèmes. Si on ne remet pas ces objectifs, ces petits défis, ces petites questions qui commencent par des comment faire pour résoudre des problèmes ou comment allons-nous mettre en place quelque chose de nouveau, etc., etc., mobilisez votre équipe, donnez-leur des petits défis. Des petits défis simples, évidemment, plutôt agréables, c'est encore mieux, mais essayez de les mobiliser de façon à faire de ce moment-là une opportunité aussi pour eux de prendre cette autonomie et cette responsabilisation. Alors, comme nous le disions, on vous propose un petit déroulé d'atelier, de workshop. Encore une fois, c'est sans doute ou peut-être est-ce déjà des choses que vous faites. Mais voilà, c'est pour aussi poser, c'est l'occasion de poser, de se rappeler des fondamentaux. Parce que mobiliser l'équipe à distance nécessite de revenir aux fondamentaux. Donc l'atelier, le petit workshop de co-construction qu'on vous propose suit trois étapes. La première étant l'inclusion, ce qu'on vient de dire, ce qu'on a dit plus tôt, c'est-à-dire vraiment prendre un temps pour que chacun puisse s'exprimer. Ça peut être tout simplement sur dans quel état je suis ce matin ou là pour démarrer cette réunion. On utilise en intelligence collective ce qu'on appelle des brise-glaces en français. Donc, ça peut être la météo personnelle. Aujourd'hui, je me sens plutôt sous le soleil ou au contraire, c'est plutôt pluvieux. Enfin, vous voyez, des choses un peu décalées, mais qui vont permettre à chacun de se poser, d'arriver et de dire comment ils sont et comment ils se sentent. Et ça, c'est très important pour former le groupe, pour que le groupe soit là ensemble et pour le moment qu'il va partager par la suite. Ensuite, notre suggestion pour cet atelier hebdomadaire, ce serait justement quels sont les défis de la semaine. Là, il faut s'appuyer sur l'individu, c'est-à-dire dans un premier temps, chacun réfléchit de son côté
pendant un temps déterminé. L'animateur va cadencer, c'est très important, le rythme de la réunion. Donc peut-être 5 minutes comme ça de temps individuel de réflexion où chacun note pour lui-même quels sont à ses yeux, à son avis, les défis de la semaine. Et il faut encourager, je dirais, l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire pas forcément rester sur ce que l'on sait et ce que l'on fait d'habitude. C'est aller plus loin, trouver des défis peut-être originaux, des choses qu'on n'a pas toujours, auxquelles on ne pense pas toujours, ou auxquelles on n'a pas le temps de penser. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, voilà. oui. Par exemple, quand vous êtes sur une activité qui n'a plus d'occasion de travail aujourd'hui. Par exemple, vous avez un lieu que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas ouvrir, vous avez une boutique que vous ne pouvez pas ouvrir. C'est aussi l'occasion de se reposer des défis par rapport à ce qu'on peut faire qu'on n'avait jamais eu le temps de faire. Comment est-ce que on va pouvoir mettre à jour notre base de données clients? Ou comment on va réorganiser notre boutique, qu'est-ce qui nous plairait de faire pour l'après. Donc cet après-là se prépare et ça peut être ça aussi, ça peut être tout un tas de petites suggestions pour la suite dans la préparation de l'après. Donc c'était aussi pour répondre à la question précédente là sur de quoi avons-nous besoin pour l'après. Donc ça peut être aussi un moment où vous allez co-construire avec votre équipe ce temps de l'après et savoir directement de source sûre, puisque ce sera la leur, ce dont ils ont besoin. Donc, merci pour ces exemples, Julia. Donc oui, l'idée, c'est que chacun y aille de sa propre réflexion sur des défis. Après ce moment individuel de réflexion, évidemment, temps de partage. Alors là, la personne qui nous posait la question sur les outils, certes, là, il va falloir réfléchir. Il y a plusieurs façons de faire. Peut-être le plus simple, c'est un SharePlace, c'est un Google Docs, c'est quelque chose où chacun peut venir saisir ses idées, ou bien ça peut être partagé à voix haute et il y a un scribe, on parlait des rôles dans des réunions, il y a un scribe qui devient la personne qui va noter tout ce qui est partagé. De toute façon, voilà, il y a une façon, il faut quelque part garder trace de toutes ces idées et on les accepte toutes. C'est-à-dire qu'on n'est pas déjà en train de dire ah ben celle-là elle n'est pas bonne, celle-là elle n'a pas de valeur, etc. On accepte toutes les idées que toutes les personnes proposent à ce moment-là et ce n'est qu'après qu'on va passer par une phase de choix et de convergence avec des votes. Donc là aussi, ça dépend des outils qui sont à votre disposition, mais ce vote peut se faire aussi de façon assez simple. Chacun va dire ben moi je vote pour telle ou telle et telle idée et chacun s'exprime à tour de rôle si vous n'avez pas d'outils collaboratifs de partage à distance. L'important, c'est que chacun puisse s'exprimer sur des critères, un critère ou des critères que vous décidez ensemble, qui peuvent être qu'est-ce qui nous paraît le plus important, qu'est-ce qui nous motive le plus, qu'est-ce qui est le plus essentiel pour notre chiffre d'affaires au retour du confinement. Voilà, vous trouvez des façons d'établir des critères pour ce vote. Et puis, une fois que ce vote a été fait, là aussi, en fonction du contexte et de la situation, vous relevez peut-être les 3 défis qui ont recueilli le plus de votes et vous définissez un plan d'action et une répartition des tâches. Et une fois que ça c'est terminé, enfin, ou plutôt à la fin de votre réunion, vous n'oubliez pas le temps de déclusion, comme on le disait précédemment, c'est-à-dire un temps où chacun peut poser de nouveau quelques mots sur comment il se sent là à la fin de la réunion, ou bien comment il se sent par rapport aux défis qui ont été choisis. Voilà, un temps où chacun s'exprime. Alors, on se rend bien compte que ce petit exemple d'application est vraiment succinct en termes, et tout va dépendre du cas de figure. Ça peut être des petites réunions que vous proposez sur un sujet donné, ou ça peut être des choses assez ambitieuses, comme disait Julia, sur la préparation de l'après. Et dans ce cas-là, ça ne sera pas juste sur une réunion que vous ferez se dérouler, mais sur plusieurs. On a aussi, simplement pour réagir par rapport aux outils, parce qu'il y a encore une question qui relève là des outils,
Pour les plus aguerris d'entre vous, vous pouvez combiner deux outils. Et donc, on peut combiner d'un côté un Zoom et d'un autre côté un Klaxoon ou, enfin, vous voyez, c'est Klaxoon ou bien un Storms, ou bien, enfin bon, je crois qu'il y en a un ou deux autres, mais je les ai pas tous en tête. Et donc, en combinant ces deux outils, là, vous allez avoir quelque chose qui va être interactif pour pouvoir gérer et la distance et la production des idées. Donc, par des propositions d'ateliers, mais ça c'est vraiment un travail qui est assez important. Donc par ces propositions d'ateliers, vous allez pouvoir remodéliser. Zoom propose aussi des modèles de création de sous-groupes, donc vous allez pouvoir recréer des sous-groupes, etc. Mais je pense que là, c'est peut-être pour les plus aguerris d'entre nous qui peuvent se permettre de faire ce type d'intervention pour le moment à distance. Justement, on a une question à ce sujet, Julia, qui est vraiment intéressante, qui est quelle est la taille du groupe raisonnable pour un workshop à distance? Si je manage une équipe de 5 personnes, ce n'est certainement pas la même animation que pour une équipe de 25. Et quels sont vos conseils? Alors, de fait, pour une équipe de 25, bon, pour une équipe de 5, c'est à peu près ce qu'on vient de décrire là. L'exemple du workshop hebdomadaire qu'on vous a donné fonctionne très bien. Pour une équipe de 25, comme vient de l'évoquer Julia, on arrive sur c'est une autre échelle et c'est plus complexe. Parce qu'avoir animé 25 personnes en visio nécessite non seulement une bonne maîtrise de l'animation d'un groupe, mais aussi une bonne maîtrise des outils. Et nous sommes tous en train de découvrir aujourd'hui que faire les deux en parallèle, c'est pas simple. Donc, le Zoom, là, il faut commencer à réfléchir d'abord, aussi avec vos outils. Comme l'a dit Julia, le Zoom permet des sous-groupes. Il y a d'autres outils qui le permettent aussi. Parce que pour 25 personnes, vous allez devoir créer des sous-groupes de façon à ce que les gens puissent travailler en plus petits groupes. 4-5 personnes pour du distanciel, pour travailler ensemble, à mon avis, mais bon, là, c'est mon expérience maintenant depuis quelques semaines, c'est l'idéal et pas plus. Et donc, il peut y avoir des moments de plénière à 25, mais après, des moments de travail en individuel d'abord, et puis en sous-groupe. Il faut savoir varier, passer de l'un à l'autre et revenir. Voilà. Et donc ça se construit. C'est vraiment quelque chose qui s'anime, qui se réfléchit, qui se construit et avant de s'animer. Il y a une autre question sur la définition de la déclusion par rapport à la conclusion. La conclusion, c'est plutôt quelque chose de collectif. Donc, on a défini un plan d'action, on sait ce que chacun doit faire, on conclut sur les différentes tâches à venir, et donc ça, c'est une conclusion. La déclusion, donc c'est vraiment plus opérationnel. La notion de conclusion est plus opérationnelle. La notion de déclusion, c'est de remettre l'individu au cœur du collectif. Donc on revient à un collectif individualisé et c'est là où on prend conscience de l'humain qui est derrière ce collectif. Et donc c'est vous, en tant qu'humain, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on s'est dit. Donc l'inclusion, c'est par rapport à la situation actuelle avec laquelle vous arrivez, et la déclusion, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous êtes à l'aise, pas à l'aise? C'est aussi un moment d'expression individuelle et personnelle. Donc là, il y a vraiment une distinction entre l'opérationnel d'une part et l'humain d'autre part. Donc, on va poursuivre tout à l'heure avec les questions. Donc là, n'hésitez pas à y aller parce qu'on arrive à la fin de de notre déroulé bientôt. Donc, n'hésitez pas à commencer à lancer vos questions et on se fera un plaisir de vous répondre au maximum. Donc, on a aussi un autre, on vient de se le dire, l'humain est important et il est au centre de nos préoccupations du moment. Et cette période-là, fait que nous, comme on se le disait, on vit la même chose mais de manière inégale et on est dans des situations qui sont toutes différentes. Vous, derrière votre écran, vous n'êtes pas dans la même réalité que la mienne, pourtant on est tous derrière notre écran. Tous les collaborateurs, tous les membres de l'équipe sont dans cette situation particulière et en intelligence collective, on va essayer de réussir à trouver des solutions en commun. Ça veut dire qu'on va prendre en considération les particularités de chacun et ces particularités de chacun peut avoir une solution non pas au niveau du management, mais au niveau des pairs.
Les pairs sont aussi là pour se soutenir. Les membres de l'équipe sont aussi là pour se soutenir. On a tous un rôle à jouer dans cette situation. Et donc, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas simplement le manager qui doit trouver des solutions, c'est aussi les collaborateurs, c'est aussi les membres de l'équipe, c'est aussi le collectif qui va devoir apporter des solutions. On est dans une situation totalement inédite qui risque en plus de durer. Donc, on doit tous se mobiliser différemment. Et nous, c'est une des raisons pour lesquelles, avec Brice et Centrale Supélec Excel, on a voulu faire ce webinaire pour essayer de contribuer différemment à ce qui est en train de se passer. On est en train de se réinventer, on se réinvente tous, et donc il faut vraiment prendre les bonnes idées de partout et essayer de les agréger pour pouvoir avoir un produit différent à la sortie. Simplement, en mot de conclusion, on va se dire que on est évidemment plus intelligent à plusieurs que seul, que le tout est différent de la somme des parties, mais ça, vous le savez, tout ce qui est dynamique de groupe est basé sur ces principes-là. Vous connaissez le fameux 1 plus 1 égale 3. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues, mais le mobiliser avec la distance, ça veut dire faire un effort supplémentaire. Ce n'est pas vraiment simple. Nous ne sommes pas nés pour être derrière des écrans, nous sommes nés pour être en contact. Et donc, on est là en train de réinventer une situation et de faire ce qu'on peut avec la situation actuelle. On est là pour répondre à vos questions. On va voir. N'hésitez pas à nous les poser. Il nous reste, on en a pris un petit peu. Il nous reste quelques minutes quand même, donc on va pouvoir répondre à quelques questions supplémentaires. Donc on vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre attention et on va prendre la prochaine question. Quelle bonne chose de cette période recommandez-vous de pérenniser? Ah, les bonnes choses de la période. Alors, il y en a. Il y en a forcément. Et en fait, moi, ma première pensée qui vient en lisant cette question, c'est eh bien, demander à votre équipe. C'est-à-dire que, pas tout de suite, bien sûr, parce que malheureusement, elle risque de durer encore un peu cette période. Et donc, il y a des choses qui vont surgir encore au fur et à mesure. Mais avant la fin du confinement, avant de reprendre le travail comme d'habitude, si tant est que c'est ce qui va se passer, ou bien au retour, prenez ce temps-là de demander, de travailler justement cette question-là avec l'équipe, avec toutes les personnes avec qui vous travaillez au quotidien ou régulièrement. Parce que c'est justement ensemble que vous allez chacun venir, comme on dit, c'est ça l'intelligence collective, c'est que chacun arrive avec sa perspective et son expérience et sa connaissance et sa compétence. Et chacun va donc venir enrichir cette vision du qu'est-ce que je retiens de bien malgré tout dans tout ce qui s'est passé. Donc ça, c'est déjà une première piste, c'est de travailler en collectif cette question et pour ensuite venir cueillir les perles, les choses vraiment à garder ensemble. Il y a une autre chose, on se rend compte quand même que cette période est aussi une période d'opportunité. On voit bien que on développe nos capacités et nos savoir-faire à distance. Donc, quand on a une grande réunion avec tout un tas de personnes qui doivent venir de pas mal de régions différentes et à laquelle ils doivent juste assister, mais sans forcément contribuer. Il est possible parfois de les faire à distance. Ceci dit, j'en discutais hier avec l'un de mes clients, ça va renforcer cet effet de, vous savez, quand vous étiez jeune et que vous aviez une partie de vos amis qui sortaient pour manger et d'autres qui restaient à la cantine. Et donc là, on était sur cette dimension de deux groupes où il y en avait un qui avait vécu des choses alors que l'autre ne les avait pas vécues. Et en fait, le distanciel, si tout le monde n'est pas à distance et si tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions, risque de provoquer ça. Ceux qui sont en présence vont vivre des choses que ceux qui sont à distance n'auront pas vécues. Et donc, comment faire pour éviter ça? C'est de mettre tout le monde finalement sur le même niveau. Il y a un autre point aussi, c'est tout ce qui est créativité. Et vous le voyez, la créativité a besoin de temps et a besoin de défis et a besoin de vide.
notre cerveau a besoin de se mobiliser pour pouvoir être créatif et il a besoin aussi de remplir le vide. Et donc c'est là où on fait des choses différentes et où on fait des choses un peu surprenantes ou un peu qui sortent en des sentiers battus. Et donc la créativité vient aussi avec le temps disponible. Donc ça, c'est aussi un bel enseignement. Nous, on le savait déjà, mais là, on en a la preuve avec tout ce qui est en train de se passer, parce on est assez au fait de ce sujet de la créativité. Et donc, pour être créatif, votre cerveau a besoin de temps pour aller réfléchir autrement. Et donc ça, c'est aussi un des éléments qu'on va pouvoir extraire. Comment on va redonner du temps aux équipes pour ne pas être au quotidien dans le run et au quotidien dans la tâche du moment, pour pouvoir laisser l'esprit s'évader aussi. On avait une autre question sur le principal défi du manager au retour. C'est de recréer la présence, c'est de recréer cette dimension collective et de recréer cette union entre les différents collaborateurs. Il va falloir aussi gérer les disparités. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en équité dans le monde du travail. Ça veut dire que, encore une fois, je reprends ces exemples d'un père ou d'une mère de famille nombreuse face à un célibataire. Nous ne vivons pas la période de la même manière et donc certains vont avoir plus de temps pour travailler parce qu'ils ne doivent pas faire la classe aux enfants, parce qu'ils ne doivent pas faire à manger matin, midi et soir pour tout le monde, etc. Donc ils auront plus de temps disponible et à consacrer éventuellement à leurs tâches. Donc ça, aujourd'hui, nous ne sommes pas en équité. Alors que dans le monde traditionnel du travail, nous sommes en équité. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la situation personnelle de chacun quand on endosse notre costume professionnel. Et donc là, ça va être de remettre les uns et les autres dans cette équité-là. Et ça, c'est un des grands défis que vous allez avoir à relever. D'autres Oui, défis, selon toi, Victoria? je pense que tu les avais déjà évoqués en partie dans la réponse précédente. Donc, non, je crois que, enfin, oui, forcément, il y en aura beaucoup, mais ça va vraiment dépendre des contextes de chacun, du type de situation, de travail dans lequel vous êtes. Mais forcément, ça va être un défi, ça va être sur deux plans, ça va être sur l'humain et ça va être sur l'opérationnel. Et ça, aujourd'hui, autant on peut parler un peu de l'humain, l'opérationnel, on ne sait pas. Ça va être vraiment contextualisé. Il y a une autre question sur que pensons-nous des moments d'échange type pause, café, goûter virtuel pour créer le lien dans l'équipe. Alors moi, je trouve, à titre personnel et pour avoir parlé avec des clients qui l'ont mis en place, que c'est une très bonne idée dans la mesure où ça respecte aussi, je reviens à l'écologie personnelle de chacun, c'est-à-dire ça doit être des moments légers et libres où les gens se sentent justement libres de venir ou pas. Parce que si c'est imposé, on revient à des contraintes qui sont peut-être lourdes pour certains dans des moments où ça n'est pas propice. Donc, je dirais liberté, le choix de venir ou de ne pas venir, ou, et ça c'est ce qu'on préconisait nous précédemment, que ce soit des moments qui soient établis tous ensemble, c'est-à-dire qu'ensemble, vous avez établi le planning que oui, tel jour, telle heure, ça serait sympa et tout le monde est disponible et est en mesure d'être présent. Parce que ces moments-là sont des moments de lien social, mais bien sûr, finalement, il ne faut pas oublier que la première raison d'être d'une équipe de travail, c'est d'être productif. Donc, il faut pas, voilà, ça vient en plus. Si ce sont des moments à part, ça vient en plus. À part ça, dans les moments de réunion de travail productif, il faut savoir favoriser le lien et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les moments d'inclusion et de déclusion. Ceci dit, ces moments de goûter et de café virtuel, si parfois même dans le réel, ça fonctionne pas. Donc, on est vraiment sur des contextes un peu différents. Oui, on a besoin de participer et de se sentir appartenir à un collectif, mais il faut pas forcer non plus le naturel. Attention à ne pas rentrer dans des extrêmes où vous allez forcer les gens à venir parce qu'il faut créer du lien et il faut rester unis coûte que coûte.
faut pas non plus que ce soit trop superficiel et trop factice. Voilà, faut vraiment qu'il y ait une envie derrière, parce que si j'ai pas du tout envie d'aller à un café virtuel pour aller rencontrer mes collègues avec qui je parle assez peu, il faut laisser l'autorisation, il faut laisser libre les personnes de venir ou de ne pas venir. Voilà, il y a vraiment cette question de liberté qui est extrêmement importante. Nous arrivons à la fin du temps qui nous a été imparti. En tout cas, nous espérons sincèrement que nous avons répondu à vos questions. N'hésitez pas, on essaye d'être présente pour vous différemment. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup Victoria de l'avoir co-organisé avec moi à distance. Ça a été aussi un moment particulier. Et merci à Brice et à toute l'équipe de Centrale Supélec Exec d'avoir permis que ça se fasse dans ces conditions-là. Merci à tous et puis je vous Merci. dis à une prochaine. Au revoir. Au revoir.